Il est 9 heures. Bonjour à tous. Nous allons lancer la saison 2 des webconf de la Braise Basket Coach. Donc, avec en ce début d'année le retour des visios qui malheureusement coïncide un petit peu avec les difficultés pour l'organisation de certains matchs. Mais voilà, ça va faire partie de notre saison. Donc, nous allons continuer, nous, à animer au travers des visios, a priori avec une visio par mois, plus des publications que vous avez pu sans doute suivre sur différents réseaux durant toute l'année. Pour ce matin, je vais d'abord laisser la main à un nouvel arrivé en Ligue de Bretagne qui s'appelle Sébastien Legros, qui rejoint l'équipe de la Ligue de Bretagne, et il va pouvoir vous expliquer un petit peu, lui, son cadre de travail. Et puis ensuite, je vais laisser en même temps l'écran à Jonathan Billot qui nous fera l'intervention sur les nouvelles règles. Bonne saison à tout le monde. Encore bonjour à tous. À toi, Sébastien. Et je mets l'écran pour Jonathan. Ouais. Ok, bien, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Moi, je suis Sébastien Legros. Je viens d'arriver depuis le 1er septembre sur la Ligue de Bretagne. Je suis le CTF coordonnateur de l'Institut régional de formation. Donc, c'est moi qui vais être un référent assez important, je pense, des formations de cadres, des formations de dirigeants et des formations d'arbitres. Voilà, donc dans ce cadre, on va pouvoir intervenir régulièrement sur les webinaires de la BBC, la Braise Basket Coach. Donc voilà, je suis ravi vraiment d'être avec vous. Plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'il nous semblait quand même vraiment important d'intervenir sur les nouvelles règles de saison. Alors j'espère qu'on pourra jouer un petit peu quand même cette saison. Mais en tout cas, il y a des changements qui sont assez importants. Donc c'est important aussi que vous relayiez l'information aux personnes qui n'auraient pas pu participer ce matin. Je vais vous demander par contre, si vous voulez bien, de pouvoir couper vos micros de manière à ce qu'on n'ait pas de bruit parasite, s'il vous plaît. Voilà. Et puis d'un point de vue pratique, si vous voulez intervenir, en fait, vous pouvez poser des questions sur le chat et nous on fera le relais auprès de Jonathan. Donc, merci bien de couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, deux petites choses. La première des choses, je viens de la dire, c'est les micros coupés, les questions sur le chat. Et puis, la seconde, de ce webinaire dès la semaine prochaine sur Facebook et sur YouTube. Et normalement, il y a un Facebook Live avec Julien Demeuré qui doit s'occuper de ça. Et ensuite, vous aurez aussi des liens sur les vidéos de la FEDU. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jonathan Billot qui va se présenter et qui va dérouler son exposé. Donc si vous voulez poser des questions, j'insiste, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat, sur le maximum des questions. Voilà. Et bonne vidéo. Bonne vidéo. Alors, bonjour à toi. Alors déjà, François, est-ce que tu peux me dire ce qui est projeté parce que j'arrive pas à voir là? François? Ton micro, François, on t'entend pas. Oui, excuse-moi Jonathan. Donc je te disais, tu as deux slides en même temps de projeter. La première de ton PowerPoint avec toi en image de fond et la deuxième qui est information nouvelle en plus petit. Et comment je fais pour basculer sur l'autre? Parce que du coup, c'est plus simple. Normalement, si tu fais… Non. Là, oui, tu es en plein écran, c'est ça. Ok, bon, bah nickel. Moi, c'est moi à partir là-dessus. Bon, bah parfait. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Jonathan Billot, donc conseiller technique des officiels de la Ligue de Bretagne de basket, donc en charge de la formation des
des arbitres en Bretagne, donc à partir du niveau Jeune Ligue notamment et jusqu'au niveau fédéral. Donc l'idée ce matin, c'est de vous présenter les nouvelles règles, en tout cas les principales, pour démarrer au mieux la saison, même si, comme disait François, pour l'instant le lancement est un peu laborieux, mais en espérant que ça redémarre le plus rapidement possible. Donc je vous ai retenu les 4 changements principaux, qui sont ceux qui concernent le début et la fin de l'action de tir, le cylindre du porteur du ballon, ce qui va particulièrement vous intéresser, je pense, la faute antisportive sur le critère, donc C4, c'est donc ce qu'on appelle C4, c'est dans les défenseurs, le contact qui a lieu sur le côté et sur derrière sur la progression du ballon, et les cas de double faute. Donc si on démarre sur l'action de tir, donc on différencie évidemment les deux types de tir, le tir à l'arrêt et le tir en mouvement. Le tir à l'arrêt, donc type jump shot, ça commence à partir du moment où il y a un mouvement qui est enclenché du bas vers le haut. Avant, il y avait toutes les notions de regarder la cible, etc., etc. Là, on est vraiment plus que sur la notion de mouvement du bas vers le haut. À partir du moment où l'attaquant démarre l'action de monter le ballon vers la cible, vers le cercle, l'action de tir est d'ores et déjà commencée. Donc, ce qui change un peu le timing de l'action de tir, mais qui peut avoir des conséquences assez importantes sur tout ce qui est lancé franc, etc., au moment des contacts sur tir. Sur le tir en mouvement, donc tir en fin de dribble ou après réception du ballon, on considère que l'action de tir commence dès lors que le dribble est terminé ou que le ballon est attrapé. Donc dès que le ballon repose dans une main ou dans les deux mains de l'attaquant, on va considérer qu'il est déjà en action de tir. Donc si on reprend vraiment la notion sur le jump shot, sur le tir arrêté, c'est le mouvement du ballon du bas vers le haut. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo d'illustration. Je vous laisse regarder. Voilà, donc première illustration sur le tir en course. Si on reprend au niveau du jump shot, l'action de tir, on voit ici Tony Parker sur l'image. Dès que s'il entame son mouvement du bas vers le haut, il sera s'il y a contact à ce moment-là sur son tir, on sera d'ores et déjà sur l'action de tir. Sur la notion de mouvement, là si on prend l'action avec Nicolas Batum, à partir du moment où la main repose sous le ballon, c'est-à-dire que s'il dribble, ce sera un dribble irrégulier, son dribble est terminé. S'il y a faute à ce moment-là, il y a action de tir. À l'inverse, là la main est encore sur le ballon, on est encore sur le dribble, c'est-à-dire que s'il y a une faute à ce moment-là,
sur cette action, on sera sur une faute avant tir. La différence peut pas paraître très nette, mais en tout cas, on ne sera pas sur une réparation sur des contacts qui ont lieu, que ce soit sur l'action sur Nicolas Batum ou sur Parker, là, l'image. Enfin, sur la dernière, j'enlève ça. Sur la dernière, on ne sera pas encore sur l'action de tir s'il y a contact et on voit que les contacts sont là, car le joueur n'a pas encore contrôlé le ballon, il n'a pas attrapé le ballon. Le ballon n'est pas encore dans ses mains, donc s'il y a faute à ce moment-là, on sera avant l'action de tir. Donc ça, c'est les différences d'appréciation qu'il peut y avoir maintenant par rapport à ce qu'on faisait avant. Là, clairement, donc là, sur l'action, le ballon ne repose pas encore dans ses mains, donc on ne pourra pas avoir de lancer franc si jamais il y a faute à ce moment-là, même s'il est engagé vers le panier. Donc ça, c'était pour le début de l'action de tir. François, je ne sais pas s'il y a des questions. Je continue. Yuri, hein, on vous rappelle, Sébastien l'a dit, que vous pouvez utiliser le chat là pour poser vos questions tout au long de l'exposé et que Jonathan sera interpellé par Sébastien pour pouvoir y répondre. Voilà, et moi j'en ai une petite en fait sur notamment la dernière action que tu viens de décrire, c'est-à-dire que quelqu'un qui coupe au panier, qui va recevoir le ballon. Donc c'est bien une fois que le ballon est reçu dans les mains. Par contre, la petite précision, c'est-à-dire que si, comme on le voit, il est ceinturé avant, bon, quasiment, hein, je dirais qu'on voit la main déjà sur le bras du joueur. Là, la réparation pour toi, elle est comment? Alors, si le coup de sifflet est pris à ce moment-là, donc avant que le ballon soit attrapé, si on n'est pas dans les fautes d'équipe, il n'y aura pas de lancer franc. Okay, merci. Vraiment, c'est par rapport à avant où c'était vraiment le mouvement continu vers le ballon et on pouvait vers le panier, où là on pouvait considérer que son mouvement était engagé. Là, tant qu'il n'a pas attrapé le ballon, on ne peut pas considérer qu'il est en action de tir. Donc ça, c'était pour tout ce qui était début de l'action de tir. Si on arrive sur la fin de l'action de tir, donc pour un joueur qui tire en étant déjà au sol, donc sans sauter, à partir du moment où le ballon quitte ses mains, l'action de tir est terminée. Donc s'il y a faute après que le ballon ait quitté ses mains, il n'y aura pas de lancer franc, sauf faute d'équipe. Joueur en l'air, c'est quand ces deux appuis se retournent au sol. Donc je saute, je tire, le ballon quitte mes mains. Tant que mes deux appuis ne sont pas retombés au sol, je suis encore en action de tir. Il peut évidemment pas avoir de lancer franc si la finalité de mon action c'est une passe et non un tir. Même si on peut considérer que la passe est faite parce que l'accès au panier a été empêché par le contact, mais si le joueur fait une passe à la fin de son action ou la joueuse, on ne pourra pas considérer que c'est une action de tir. Et s'il y a un mouvement qui est engagé, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait, sur le mouvement du bas vers le haut, si j'ai d'abord si je vais vers le panier, il y a faute, mais que je repars de l'autre côté pour une feinte ou ainsi de suite, et que je me réengage après, si j'ai engagé un nouveau mouvement entre le contact et le mouvement du bas vers le haut, mouvement vers le panier, je ne serai plus en action de tir. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien entre le contact et le début de l'action de tir. Voilà pour l'action de tir. On va passer au deuxième bon pavé des nouvelles règles, donc qui est sur la notion de cylindre, sur le porteur du ballon, qui va changer pas mal de choses sur le cylindre de l'attaquant, porteur du ballon. Donc, si on prend ça, en fait, le cylindre du porteur du ballon, donc avant était délimité, le cylindre de tout joueur, c'était l'écartement, enfin niveau largeur, les faces externes des bras et des jambes. Hein, sur le modèle, et qu'on prend une position légale de défense, c'était ce qu'on prenait en référence. C'était les faces externes des bras et des jambes au niveau largeur. Devant, c'était la paume des mains, derrière les fesses, et ça partait des appuis pour monter au-dessus du joueur. Là, on part de la position de basketteur, donc la position fléchie, et en fait,
Sur l'attaquant porteur du ballon, l'endroit où il peut pivoter, donc tout l'espace dont il a besoin pour faire un mouvement, ce qu'on appelle un mouvement normal de basketteur, une action normale, tout cet espace donc, dont il a besoin pour passer, donc jusqu'à son coup de devant, là où je tire, pour passer, pour pivoter ou pour faire un départ en dribble, tout cet espace, ça fait partie de son cylindre. Même s'il ne l'occupe pas à un moment donné, ça fait partie de son cylindre. Donc le défenseur ne peut pas rentrer dans le cylindre du porteur du ballon. S'il y a un contact, il pourra être fautif. Je vous mets une petite vidéo d'exemple. Voilà. Si on reprend, c'est vraiment donc l'espace dont l'attaquant a besoin pour faire ses mouvements normaux de basketteur, donc tirer, passer, pivoter, partir en dribble, qui lui appartiennent. C'est la différence avec avant. Donc s'il y a un contact qui se crée, le défenseur pourra être fautif. On ne rentre pas dans un contact, une faute, hein, on reste toujours sur les mêmes notions en termes d'arbitrage. Par contre, s'il y a un contact à ce moment-là, il sera de la responsabilité du défenseur. Le repère qu'on a donné aux arbitres, là-dessus, c'est que vous voyez qu'en général, quand le défenseur il rentre dans le cylindre d'attaquant, au niveau des appuis, on voit qu'il a les appuis de l'attaquant au niveau des siens. Donc à partir du moment où les appuis de l'attaquant et les appuis du défenseur sont sur la même ligne, c'est que le défenseur est déjà dans le cylindre de l'attaquant. Là, on est sur une défense illégale. Le joueur ne peut pas pivoter, il ne peut pas s'engager, il ne peut pas effacer, il ne peut pas monter pour le tir. Le défenseur est dans son espace, donc s'il y a contact, le défenseur sera fautif. Sur cette action, on voit clairement les appuis du défenseur dans les appuis de l'attaquant. L'attaquant ne peut pas s'engager vers le cercle. Là, il passe d'abord son coude, mais c'est son espace. Donc à ce moment-là, sur ce type de contact, c'est la défense qui sera sanctionnée. Le défenseur est dans le cylindre de l'attaquant, donc s'il y a un contact qui se crée sur un mouvement normal de basketteur, l'attaquant sera favorisé là-dessus. Pour ce qui est du cylindre du défenseur ou d'un attaquant non porteur, rien ne change. Ils sont définis toujours de la même manière. Il n'y a pas le droit de rentrer dans le cylindre du porteur du ballon, contact pour le défenseur. Et on doit permettre à l'attaquant de réaliser une action normale de basketteur dans son propre cylindre. L'image là-dessus, hop, les appuis de l'attaquant sont
écarté, il a déjà pivoté, il occupe l'espace le plus large de son cylindre, le défenseur est en dehors, donc là la défense est légale. Il va forcément y avoir des soucis d'interprétation sur le début de saison. Le but, c'est de les gommer le plus rapidement possible. Mais c'est quand même un changement de paradigme, et pour les joueurs et pour les entraîneurs, mais aussi pour les arbitres. Là, sur la deuxième situation qu'on voit ici, pas de souci pour dire que la défense n'est pas légale. Au-delà du fait qu'il soit dans le cylindre de l'attaquant, on voit il est au contact, il est presque couché dessus, il est hors de son cylindre, il rentre lui dans le cylindre de l'attaquant. Donc là, à ce moment-là, si la progression de l'attaquant est gênée, il y aura faute défensive. On a défini les cylindres de l'attaquant porteur du ballon, le cylindre du défenseur ou du non-porteur. Donc si on part où tous ces acteurs sont sur le même terrain, pour qu'ils puissent jouer ensemble, il faut quand même qu'il y ait un respect mutuel de ces cylindres-là et qu'on puisse jouer dans les règles. Donc le défenseur ne peut pas envahir le cylindre de l'attaquant. L'attaquant ne peut pas étendre les bras, les coudes, les pieds, les genoux au-delà de son cylindre. D'accord. Donc quand on parlait d'engager ou de pivoter, c'est pivoter normal, hein, c'est pas en grand écart. Et donc il ne peut pas entrer dans le cylindre du défenseur. Le défenseur, ici, entre dans le cylindre de l'attaquant porteur du ballon. On voit au niveau des appuis, c'est le repère que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, on voit que la défense n'est pas légale. L'attaquant ne peut pas s'engager. Donc s'il y a un contact à ce moment-là, même s'il y a un contact qui peut se faire, on voit ici au niveau du visage de l'attaquant ne sera pas fautif. Il est dans son espace. La défense n'est pas légale. Donc s'il y a un contact à ce moment-là, on ne parle pas de coup, hein, on parle mouvement normal, donc le joueur qui s'engage vers le panier, pour en faire une passe, un tir ou un dribble. S'il y a un contact à ce moment-là, si l'arbitre siffle, ça sera une faute défensive. Ça ne pourra pas être une faute offensive. L'attaquant est dans son espace, c'est le défenseur qui est dans l'espace de l'attaquant. Autre situation où là la défense est hors du cylindre de l'attaquant, la défense elle est légale, pas de souci, il fait face, c'est l'attaquant qui sort son coude excessivement. Il y a un contact qui se crée au niveau du visage. Là, la règle ne change pas. On sera sur une attaque illégale, donc faute offensive. Et suivant si c'est un contact qui se fait dans le jeu ou un coup porté, la faute sera simple, antisportive ou disqualifiante. Voilà pour le cylindre. Alors ça fait... Je ne sais pas s'il y a des questions, François ou Sébastien. Je crois qu'il y avait un petit souci là, notamment sur le chat qu'on essaye de régler. Par contre, si, bon, moi j'en ai une, mais qui n'est pas forcément liée au changement de la règle, mais surtout à son application, parce que comment allez-vous un petit peu appréhender le fait que cette règle elle est vraiment différente d'avant, où l'intervention dans le cylindre et on voit bien à des répercussions qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire que est-ce qu'il va y avoir un petit peu un échange au début des rencontres, comment vous voyez un petit peu les choses, parce que bon, je pense qu'il y a une certaine pédagogie à avoir pour apporter petit à petit ce changement qui, je pense, est réellement en faveur de l'attaquant, quoi. Alors là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est en faveur de l'attaquant à 100%, ce changement-là. Je l'ai mis sur la première diapo, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit. La présentation qui est faite ce matin, c'est exactement la même qui a été faite aux arbitres au stage de début de saison il y a 15 jours et qui va être faite au stage de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu être là dimanche. Ce qui a été demandé aux arbitres à ce moment-là, sur tous les niveaux, puisque cette règle s'applique sur ces changements de règles s'appliquent sur tous les niveaux, il n'y a pas eu de différenciation de fait, c'est évidemment d'être dans la pédagogie, c'est-à-dire de pouvoir échanger avant le début du match avec les coachs sur le fait que tout le monde ait bien la même interprétation du changement de règle et que tout le monde parte sur les mêmes bases avant le début de la rencontre.
que quand ces situations doivent être sanctionnées ou doivent être prises tout au long de la rencontre, puis y avoir un moment d'échange. Alors l'arbitre ne va pas faire que discuter aussi que de parler pendant le match, mais que les explications puissent être données. Quand je dis ne va pas faire que parler, c'est notamment sur nos championnats régionaux. On a aussi des jeunes arbitres et moins jeunes, mais ça peut surtout être les jeunes qui sont le plus vénérables là-dessus. C'est-à-dire que plus on va aller discuter, je ne parle pas de donner une information, mais discuter, et moins on aura de concentration et plus on a de chances de faire des erreurs et de se mettre en danger. Donc, mais par contre, donner l'information et être capable de dire pourquoi je siffle à ce moment-là sur ces notions de nouvelles règles, c'est ce qu'on leur a demandé de le faire. On leur a demandé de le faire au début de saison. Jonathan, on a une question du petit David Hermine, qu'on connaît un petit peu, qui demande la notion de cylindre est-elle la même pour la défense sur un joueur dans le jeu posté, avec notamment l'utilisation de l'avant-bras quand le joueur n'a pas encore dribblé? Oui. Il n'y a pas de différence de fait sur c'est le cylindre du porteur du ballon, d'attaquant porteur du ballon, donc il a le même, qu'il soit dans le jeu extérieur ou dans le jeu intérieur. C'est-à-dire que dans le jeu intérieur, c'est ce qu'on a vu sur l'image tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut reprendre. Hop, on va essayer d'y retourner rapidement. Pour David, hop, sur cette notion-là, où on peut clairement être dans le jeu intérieur où le joueur se retourne, le défenseur est au plus près. Donc, dans les appuis de l'attaquant, donc dorénavant, dans son cylindre, s'il y a le contact qui se crée à ce moment-là, même si on voit que c'est le coude qui est passé avant l'appui, là, la défense n'est pas légale. Et l'utilisation du bras du joueur défenseur du porteur qui est dos au cercle, qui vient gratter le ballon, parce que là, on a parlé beaucoup des appuis au final, mais est-ce qu'il y a des nouveautés sur l'utilisation des bras ou est-ce qu'on reste dans le même cadre que ce qui était préconisé avant? Au niveau des bras, on reste dans le même cadre. C'est juste que c'est l'espace devant le joueur qui va être un peu plus grand parce qu'il va être défini jusqu'à son coude au lieu de la paume de sa main. Donc on passe d'ici à ici. On gagne un certain espace, mais c'est vraiment l'espace où il peut s'engager. Le repère qui est vraiment donné, parce que c'est l'appui, c'est là où les appuis, où le cylindre est le plus large, c'est au niveau des appuis. On a une toute petite question aussi de Steven qui demande si une prise de contact sur un joueur porteur de balle est-elle toujours autorisée? Oui. Après, c'est ce que je disais, hein, c'est que là, les changements de règles, enfin, notion de cylindre, ne doit pas changer la philosophie d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on l'idée, c'est pas de rentrer dans un contact, un coup de sifflet. Le but, reste de jouer au basket et de pouvoir avoir des oppositions. Donc, sur la notion de joueur qui prend le contact avec sa main, hein, je suppose que c'est ça ce que Steven veut dire, de joueur qui prend à partir du moment où le contact n'est pas bras tendu et main à plat sur le joueur, où là, je gagne quand même un espace certain, ou les deux mains posées sur le joueur, ou alors un maintien vraiment, alors que le joueur progresse, un maintien de l'antenne, c'est ce qu'on appelle un checking ou antenne, où là on sera dans les critères de faute. Si c'est juste de la prise d'information, ou comme disait David tout à l'heure, de la résistance par rapport au jeu intérieur et la prise de position, ce qui était toléré l'est toujours. Ok. Pas d'autres questions pour le moment. On peut poursuivre. Ça marche. Donc on va passer sur la faute antisportive, donc le critère 4. Donc je vous disais, un critère 4, c'est le joueur qui, c'est ce qu'on appelle la faute du dernier défenseur, derrière ou sur le côté, sur un joueur qui progresse vers le panier, mais avant l'action de tir. Le changement fondamental, c'est qu'avant, il fallait que le joueur qui partait en contre-attaque, parce que c'est le cas d'une contre-attaque, ait pris le contrôle du ballon pour que la règle s'applique. Là maintenant, à partir du moment où il a poussé le ballon et qu'il évolue vers le panier, avant même qu'il ait établi un contact, la règle peut s'appliquer. Donc on enlève la notion de contrôle du ballon. Quand il y a un faute sur un joueur qui progresse dans le panier adverse, on attaque par d'ailleurs sur le côté, ce que je vous disais. Sur un joueur qui a attrapé ou qui tente d'attraper le ballon, le changement il est là. S'il n'y a plus d'adversaire entre le joueur qui progresse, le ballon et le panier, on sera sur une faute antisportive.
si on illustre, il y a la petite animation là, que je vous propose sur le PowerPoint là. Remise en jeu des verts, le rouge intervient, chasse le ballon. Si à ce moment-là, il y a un contact qui se crée sur l'attaquant, donc sur le joueur rouge qui vient de chasser le ballon, et qu'il n'y a personne entre ce joueur et le ballon, qu'il n'y a personne entre ce joueur et le panier, et qu'il n'y ait personne, aucun défenseur entre le panier et le ballon, alors ce contact qui a lieu ici sera antisportif. Il faut d'une, que le joueur progresse vers le panier, qu'il n'y ait pas de défenseur sur sa trajectoire là dans le jeu direct, et que le contact ait lieu derrière ou sur le côté pour qu'on soit sur le critère d'antisportif. S'il y a un de ces critères qui n'est pas appliqué, on sera sur une faute simple. Donc s'il y a un défenseur, soit entre l'attaquant et le ballon, ou le ballon et le panier, ou l'attaquant et le panier, le joueur fautif là n'est plus en position de derrière défenseur, donc on n'est plus sur le critère de faute antisportive. Donc voilà, sur cette notion de défenseur, il n'y a pas de changement, c'est vraiment cette notion de contrôle, de prise de contrôle du ballon, où il y a le changement de règle. Je veux juste préciser là-dessus, parce que il y avait eu des questions là-dessus à plusieurs moments. Là, on parle vraiment de défenseur qui est soit entre l'attaquant et le ballon, entre le ballon et le panier, entre l'attaquant et le panier. Si ce défenseur, si c'est ce joueur-là qui sprint ici, qui vient juste se mettre sur une ligne plus haute, entre guillemets, sur le terrain, pour dire lui n'est pas derrière le défenseur, il ne sera pas considéré comme en défense. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans le triangle vraiment entre le joueur rouge, le ballon et le panier, même s'il est sur une ligne plus avancée, il ne sera pas considéré comme défenseur et le joueur fautif ici sera toujours derrière les défenseurs. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc s'il faut vraiment regarder. Donc ça veut dire aussi que clairement, cette faute antisportive, elle peut être imputée alors qu'il n'y a pas un contrôle bien défini du ballon en fait. C'est ça. C'est le changement fondamental sur ce critère-là. C'est que dès que le défenseur là, a chassé le ballon et va progresser vers le panier adverse, même s'il n'a pas encore pris contrôle du ballon, s'il est déséquilibré et qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'autres joueurs adverses sur sa trajectoire entre lui et le panier ou en position de défendre, il y aura faute antisportive. Et donc dans le cas où ce soit une mauvaise passe qui soit pas bien captée, que le défenseur n'ait pas chassé et pas touché le ballon, on est dans le même cas. Dans le même cas. C'est juste une intention en fait que vous allez lire. C'est ça. Enfin, une attention, et puis factuellement, s'il est en train de courir vers le panier adverse et qu'il est en passe que le ballon est sur sa trajectoire et qu'il va tout droit au panier derrière, qu'il n'y a personne en capacité d'intervenir, s'il est déséquilibré par quelqu'un qui est derrière ou sur le côté, on considérera que c'est quelqu'un qui annule l'action de panier, qui annule l'attaque, et là on sera sur une faute antisportive de critère 4 qui s'applique. Ok, on peut poursuivre, parce que pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat. Ça marche. On arrive sur la double faute. Donc, double faute, c'est deux fautes qui ont lieu, donc on dit quasi simultanément, donc action-réaction, ça a lieu quasi en même temps, entre deux joueurs, évidemment d'équipe adverse, l'un sur l'autre, d'accord? Une double faute, c'est forcément deux joueurs l'un sur l'autre, ça peut pas être d'un bout et un autre du terrain. Et donc le changement là, cette année, c'est qu'on revient un petit peu en arrière, donc on définit deux catégories de fautes, mais globalement, on oublie la notion de faute d'équipe sur la double faute.
C'est-à-dire, donc catégorie 1, ce qu'on appelle catégorie 1, donc c'est les fautes personnelles, que ce soit offensives, sur tir, donc qui donnent ou non des lancers francs parce que sur tir ou à cause de la pénalité des fautes d'équipe. S'il y a faute d'un attaquant, d'un défenseur, simultanément ou quasi simultanément l'un sur l'autre, pendant qu'un est en action de tir, si on considère que c'est une double faute, il n'y aura pas de lancer franc. Double faute, il n'y a jamais de lancer franc. Je reviendrai tout à l'heure sur la réparation, mais en tout cas, il n'y aura pas de lancer franc sur double faute. Idem, faute défenseur attaquant l'un sur l'autre quasi en même temps. On n'est pas sur l'action de tir, mais il y a une équipe qui a 2 fautes d'équipe, l'autre qui a 6 fautes d'équipe, donc il y a une équipe qui est dans la pénalité. Si c'est une double faute, si on rentre sur 2 fautes personnelles quasi simultanées, il n'y aura pas de lancer franc. Catégorie 2, combinaison, donc une faute antisport, deux joueurs qui commettent une faute antisportive mutuellement l'un sur l'autre, ou une faute antisportive et une faute disqualifiante. On sera également sur le cas de la double faute. Les réparations sont les mêmes. On est sur 2 lancers plus possession, puisqu'on ne prend pas en compte l'action de tir là-dessus sur la double faute. Là. On sera sur la même réparation, donc elle s'annule, donc pas de lancer franc sur le cas de double faute une nouvelle fois. Si c'est une faute personnelle et une faute antisportive qui ont lieu quasiment en même temps, on n'est plus sur le cas de la double faute, parce qu'on n'est pas sur la même catégorie de fautes qui n'amènent pas les mêmes réparations. Il y a un rappel qui est fait, les fautes techniques ne rentrent pas dans les doubles fautes puisque ce sont des fautes sans contact. Les fautes techniques ne peuvent pas sanctionner un contact. Donc sur le cas de la double faute, s'il y a une équipe qui contrôle le ballon, la réparation, ça sera qu'elle garde le contrôle du ballon avec le temps qui restait sur la possession à l'endroit le plus proche où les fautes ont été commises. Si personne ne contrôle le ballon parce qu'on est par exemple sur une action de tir, on sera sur de l'alternance. Donc c'est par rapport à la flèche qu'on décidera qui a le droit au ballon après cette double faute. Donc vraiment 2 fautes personnelles, 2 fautes de même nature, de même catégorie. On peut être sur la double faute. 2 fautes de catégories différentes, une faute simple des défenseurs, une faute antisportive de l'attaquant. On ne sera pas sur la double faute, on sera sur 2 fautes qui ont lieu l'une après l'autre. Voilà pour la double faute. Je ne sais pas s'il y a des questions, Sébastien. Non. Alors n'hésitez pas, hein, je rappelle le chat avec la petite bulle qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous cliquez sur la bulle et puis vous posez vos questions, n'hésitez surtout pas. Ça marche. Parce que du coup, on va arriver sur un changement mineur, mais c'est vraiment une information pour vous plus que un changement d'acte qui va être radical. C'est, vous savez qu'à partir du moment où un joueur recevait des soins, parce qu'il saignait, parce qu'il avait besoin d'une assistance de quelqu'un sur le côté pour une blessure, à partir du moment où quelqu'un rentrait sur le terrain, que ce soit le coach ou le médecin, pour assister le joueur devait être remplacé. C'est élargi à plus que la blessure, cette règle-là. C'est-à-dire que si le joueur, au-delà de la blessure, a besoin de quelqu'un parce qu'il a perdu sa chaussure, perdu une lentille, enfin, peu importe, en tout cas, à partir du moment où il a besoin de l'assistance de quelqu'un qui est à l'extérieur du terrain, et que cette personne-là rentre dans le terrain pour assister et donc retarde leur mise en jeu, le joueur doit être remplacé. À partir du moment où il y a une aide extérieure qui fait qu'on perd un peu de temps et que le jeu ne peut pas reprendre immédiatement, le joueur doit être remplacé. Évidemment, si ça ralentit pas la reprise du jeu parce qu'on est sur des lancers, par exemple, l'arbitre doit tolérer, il doit accepter et on ne fait pas le changement. C'est vraiment si ça ralentit le retour au jeu. Idem, s'il y a un temps mort qui est pris et que le joueur, à la fin du temps mort, est prêt à jouer, il ne sera pas remplacé.
enfin, s'il n'y a plus de remplaçants, s'il n'y a plus que 5 joueurs sur le terrain, on ne fait pas reprendre une équipe à 4 pour ce genre de situation. Donc forcément, on attend que le joueur soit rétabli ou qu'il ait retrouvé sa lentille. Voilà pour les nouvelles règles cette année. Après, je vois qu'il reste un peu de temps, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur les nouvelles règles ou plus largement. Après, puisqu'on a un peu de temps, moi, ce que je peux proposer, c'est qu'on puisse passer à des questions en visio, c'est-à-dire sortir du chat. Si vous avez des questions sur ce cadre-là ou sur d'autres. Donc, n'hésitez pas cette fois-ci à remettre votre micro et votre caméra pour pouvoir interagir directement avec Jonathan. Non, c'est bien, c'est que Jonathan, oui. Jonathan, juste pour moi, est-ce que des liens, notamment un petit peu vidéo sur des cas, notamment je pense par rapport à cette notion de cylindre qui évolue, seront disponibles pour que à la fois les entraîneurs, un peu les dirigeants peut-être, et puis voire même les arbitres peuvent aller un petit peu voir des cas qui vont poser problème? Voilà, je l'ai mis à l'écran. On diffusera avec cette intervention-là le document de présentation. Et à la fin de ce document de présentation, je vous ai mis le nom des vidéos avec le lien YouTube qui correspond, qui sont des vidéos faites par la fédération, notamment par, vous avez entendu sa voix tout à l'heure, Bruno Vautier, qui est le responsable de la formation, du service formation des officiels à la fédération, qui a fait un certain nombre de vidéos sur tous les changements de règles et les différentes fautes sur tir à l'arrêt, tir en course, tir en mouvement. Il a fait vraiment une grosse différenciation et un gros travail de détail sur toute cette situation. On a une question, Jonathan, sur le chat de Sébastien Lededante. Alors, je m'excuse si j'écorche un petit peu le nom. S'il faut sur point et antisportif du tireur. On ne rentre vraiment pas dans cette notion de lancer franc sur la double faute. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on est sur des fautes de même catégorie. Alors, s'il y a faute sur tir à 3 points et antisportif du tireur. Donc là, on est sur deux fautes qui ont des natures différentes. Pardon, j'ai mal lu la question. Donc là, on n'est pas sur la double faute, puisqu'on est sur deux fautes de nature différente. Donc, faute sur tir, 3 lancers. Faute antisportive, 2 lancers plus possession. Donc là, on est obligé de tout réparer et de faire tirer. Sébastien, est-ce qu'on a répondu à ta question? Est-ce que tu peux nous mettre sur le chat? Eh bien, parfait. Est-ce que vous avez d'autres interrogations ou d'autres précisions à apporter? Donc, le temps que vous formuliez vos questions, je vous rappelle qu'on mettra tout ça sur le site de la Ligue. Alors, on a un petit souci actuellement avec le site de la Ligue sur le lien Google. Il y a eu encore un hacking hier là-dessus, mais on peut quand même aller sur le site sans passer par Google. On mettra ça donc sur le site de la Ligue. Ensuite, on ajoutera cette vidéo ainsi que tous les liens sur le Facebook de la BBC. Et ensuite, on rajoutera ça sur la page YouTube de la BBC, ces informations-là. Et puis, je pense que si vous avez des interrogations, Jonathan se rendra disponible pour répondre à vos interrogations de manière un peu plus personnelle. J'ai remis là sur la diapo donc mes contacts où je peux répondre aux différentes interrogations s'il y en a, que ce soit maintenant ou dans la saison. François, Julien, très bien. des Écoutez, questions sur Facebook? Je pense que maintenant, on a besoin d'aller expérimenter un petit peu ça sur le terrain. Et n'hésitez pas à interpeller Jonathan par mail
pour faire en sorte que vous ayez les réponses à vos questions. Alors, je crois qu'il y a une dernière question là sur le chat qui apparaît. Si tu veux bien la poser, Sébastien. Alors, Jérôme Saudret nous demande si c'est possible de refaire un rappel sur la prise de temps mort en fin de match. On reprend le match. Donc, sur les 2 dernières minutes du match. Sur la prise de temps mort. Oui. Ouais. Donc je pense que c'est sur le droit au ballon, à quel endroit on peut reprendre. Donc l'équipe qui a le droit, qui est en possession du ballon, qui a le droit au ballon dans sa zone arrière, dans les 2 dernières minutes du match, si elle prend un temps mort, elle peut choisir de rester en zone arrière et donc savoir les 24 secondes pour attaquer si elle n'avait pas encore attaqué son temps de possession, ou d'aller en zone avant au point de remise en jeu, donc à hauteur de la ligne à 3 points, face à la table de marque, où elle aura 14 secondes pour attaquer. La décision, le coach il la donne à l'arbitre à la fin de son temps mort, et les arbitres donnent l'info au coach adverse à ce moment-là. Donc si j'ai le droit au ballon en zone arrière, je prends un temps mort dans les dernières minutes du match, je choisis où a lieu la remise en jeu, soit là où j'étais en zone arrière, soit en zone avant au point de remise en jeu. Là-dessus, si je peux avoir une précision, on a souvent la question du oui, si le coach adverse prend un temps mort juste après, 2 temps morts qui se suivent, peu importe la chronologie des temps morts, si l'équipe qui a le droit au ballon a pris un temps mort, qui a un temps mort après ou qui a eu un temps mort avant de l'autre équipe, peu importe, elle a le droit de choisir où a lieu la remise en jeu. Ok, merci Jonathan. Alors, sauf s'il y a d'autres questions, moi je vais passer un petit message au nom de l'Institut régional de formation. On est en train de travailler sur un catalogue de formation. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos demandes de formation qui sortiront un petit peu des formations fédérales, c'est-à-dire du P1, P2, P3 ou des futurs BF. Si vous voulez des modules complémentaires, que ce soit les entraîneurs, les arbitres ou les dirigeants, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information à la Ligue pour qu'on puisse mettre en place des modules qui vous permettraient de compléter votre formation. Voilà, on peut clôturer, je pense, sauf s'il y a d'autres questions. En tout cas, je remercie chaleureusement Jonathan, qui est dans le bureau juste à côté, on va dire. Et merci pour la qualité de l'intervention. J'espère que ça vous aura éclairé sur ces nouvelles règles, en espérant qu'on puisse les appliquer et jouer cette saison et dans les semaines à venir. Voilà, donc merci, un grand merci à Jonathan. Merci à tous d'avoir participé à cette webconf. Merci aussi aux techniciens, là, je pense à Julien là, qui assure le Facebook. Et puis je vais laisser la parole à François pour la clôture. Merci également à tous. Bon début de saison, et je vous rappelle que nous communiquerons assez rapidement, là, notamment sur la webconf numéro 2 qui devrait se finaliser là, dans les jours qui viennent, pour qu'on puisse vous prévenir. Voilà, et vous rappeler aussi que cette vidéo a été enregistrée et sera disponible, je pense, là au cours de la journée pour la revisionner. Bonne fin de journée à tout le monde, hein, même si on est au tout début, et puis un bon week-end à tous avec, j'espère, le maximum de marche pour tout le monde.